C'est bon? Chouette? Alors, on peut y aller, on y va avec la démence, on applique tout ça avec la démence et les personnes âgées, c'est bon? Et on termine avec ça, promis, ok? Alors, c'est juste encore 1h45, il va y avoir du temps pour les questions, tout ça, à minuit, on devrait sortir, c'est bon, chouette! Alors, pourquoi les clowns avec les aînés, avec démence? Bon, première chose, pour ceux qui ne sont pas au courant, la planète est en train de passer par un changement radical, une révolution qui n'est jamais arrivée dans l'humanité. Toute la population de la planète est en train de passer de 10 à 30% de personnes de 60 ans et plus. Le Japon est déjà rendu à 30% de sa population de personnes de 60 ans et plus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a plus d'aînés que d'enfants et d'adolescents au Japon maintenant. Quand on est arrivé à la révolution agricole, il y a des centaines de milliers d'années, on est arrivé à peu près de 6 à 10% maintenant de personnes âgées. Et on est resté dans l'humanité sans arrêt avec à peu près dans toutes les cultures ce 10%. Même avec la révolution industrielle, c'était seulement après la Deuxième Guerre mondiale que cette révolution de la longévité commençait à apparaître. L'être humain commence à vivre beaucoup plus. Probablement dans les quelques dernières années est née la première personne qui a vécu jusqu'à 150 ans. Donc on a déjà des personnes qui vivent à peu près jusqu'à 120 ans, rarissime mais encore, et puis déjà on sera à 150 ans. Donc, on arrive après la ménopause et puis on a plus que le double de vie à vivre. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Quel est le sens de tout ça? Donc, c'est une révolution de savoir que dans tous les pays pratiquement, maintenant, 2050, il va y avoir plus de personnes âgées que d'enfants et d'adolescents. Alors, ça me semble important que les clowns ne travaillent pas juste en pédiatrie. Donc, voilà. Et avec cette longévité, malheureusement, le taux de démence va doubler à tous les 20 ans. Particulièrement, va être exponentiel pour les populations qui sont les plus vulnérables. Donc, basse éducation, nourriture de mauvaise qualité et environnement pollué. Donc, les possibilités d'arriver avec les problèmes de neurodégénérescence lors de la vieillesse sont multipliées, malheureusement. Donc, au Brésil, dans les favelas, ça va être rempli de personnes avec la démence. La démence apparaît maintenant comme peut-être la maladie la plus terrible qui existe. Autant on a vu la perception qui était la tuberculose, qui était la grippe espagnole, la polio, le sida dans les années 80, le cancer dans les années 95, et depuis 2015, maintenant, on est terrifié par la démence. Ça nous apparaît une condamnation à être un mort vivant. Comme si toute notre identité, toute notre existence, toute notre capacité de nous relier aux autres et de modifier notre environnement dépend seulement de notre intelligence cognitive. Alors que l'intelligence cognitive est déjà tellement difficile à développer dans une courte vie, dans les recherches qu'on a en psychologie comportementale, on n'a pas grand-chose qu'on peut vraiment s'améliorer dans le quotient intellectuel durant une vie, d'accord? C'est tout petit ce qu'on arrive à faire. Se tenir avec un lot et pas grand-chose. Mais l'intelligence émotionnelle, elle, est pratiquement illimitée. Et la personne qui vit avec démence peut continuer à se développer émotionnellement. Et c'est là qu'on peut réellement continuer à vivre, avoir une relation avec elle et nous développer ensemble. Comment ça se fait que tant de personnes ont tellement peur de la démence et que nous, les clowns qui travaillons avec les personnes avec démence, chaque semaine, c'est des moments magiques, extraordinaires. C'est comme si on vivait dans une autre réalité. Après, les gens sont tant tristes alors que pour nous, c'est extraordinaire. Comment relier ces mondes? Alors, dans notre travail, essentiellement à la base basé sur le travail de Magdalena Schamberger, donc je vais vous expliquer un petit peu les choix pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que je m'habille comme ceci. Pourquoi est-ce que j'avais ce comportement avec vous au tout début? D'abord, c'était charmant, mais il y a peut-être une raison derrière, on va voir. Alors, pour expliquer ce travail, j'ai pris en particulier différents éléments qui viennent de la théorie des soins individualisés. Après la Seconde Guerre mondiale, surtout en Europe, on a commencé à réfléchir à propos de l'institutionnalisation et se demander si institutionnaliser est la meilleure manière de particulièrement prendre soin des cas compliqués. Et finalement, maintenant, au XXIe siècle, les gestionnaires en Europe commencent à comprendre que ça coûte beaucoup moins cher. Au contraire, de laisser la personne manger à l'heure qu'elle veut manger, de prendre son bain à l'heure qu'elle veut prendre son bain, plutôt que de forcer tout le monde à vivre à l'intérieur d'un registre et finalement créer énormément d'angoisse et de complications et énormément d'absentéisme ou burn-out chez le personnel. Donc finalement, c'est beaucoup plus chouette qu'on vive comme des êtres humains. Étrange,
Moi, ce qui m'avait vraiment bouleversé quand j'ai commencé à travailler comme clown à l'hôpital, c'est que la première chose qu'on m'a dit, « Ah, vous les clowns, vous êtes ici pour normaliser les choses. » Quoi? Je suis clown là. Je suis pas normal moi. Et puis j'ai dû commencer à réfléchir que à l'hôpital c'est pas normal. Et puis finalement le clown apparaît comme la personne la plus normale. Quelque chose d'étrange. Que pour la personne qui vit avec démence, rencontrer un clown est finalement quelqu'un de normal. Ça lui prend la main et puis enfin, ça c'est normal pour moi. Alors, premier élément des soins individualisés, c'est le respect. Comment est-ce que nous appliquons cela? Pour moi, avec la réminiscence. Donc la réminiscence est une technique d'utiliser des éléments du passé de la personne pour lui permettre de se relier au présent. D'accord? Donc, les vêtements très élégants, toutes les photos de nos aînés d'époque, ils sont dimanchés, ils sont beaux, ils sont élégants. Donc d'arriver dans le cadre de porte, habillé ainsi, et c'est du Pierre Cardin, signé, désolé, d'accord? Bien sûr que j'ai acheté ça usagé. Mais bon, d'arriver habillé en Pierre Cardin, vous pouvez imaginer déjà la sensation de respect dès le départ. Et en plus, Clark Gable, comment ça vient leur montrer, je vous considère comme un homme et comme une femme, pas comme une personne âgée. Et pour moi, ça a un effet, cette technique ici, pour inclusion et chaleur, j'ai écrit polarisation. Parce que je vais rentrer dans un département où il y a les personnes avec démence et par exemple voir certaines femmes attablées en train de faire des gestes répétitifs et obsessifs, en train de nettoyer les tables et tout. Il n'y a quasiment pas moyen de pouvoir entrer en communication avec elles. Et juste le fait. Clark Gable arrive, tiré d'un film d'Hollywood ancien, avec toute son énergie masculine, immédiatement, sans que j'ai rien expliqué, sans que j'ai rien joué, je les vois avoir un air féminin, de jeunesse. Et puis ils commencent à regarder les hommes dans le pavillon. Et parfois, on va leur prendre leurs mains, ils commencent à marcher comme des amoureux, ils ne se connaissent pas du tout, ils sont tous les deux dans la démence. Tout le personnel s'arrête et les voit passer, tous les jeunes tourtereaux. C'est tellement beau, sans aucune explication, sans avoir besoin de passer par le cognitif. Bon, je vais vous révéler quelque chose. Quand j'ai commencé à travailler avec les personnes avec démence, vous savez, il y a un truc avec les personnes avec démence, surtout que la maladie d'Alzheimer, c'est encore plus incroyable. Imaginez, ils arrêtent tout, ils te regardent, le temps arrête, il y a juste nous deux. Vous savez, quand on tombe amoureux, c'est comme ça, J'ai l'impression que je tombe amoureux à chaque fois. C'est tellement beau, et puis je me suis dit, ben non, je ne peux pas parler de ça. Qu'est-ce que c'est? Et puis finalement, je travaillais à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal avec le docteur Christian-Paul Baudet, qui est un psychologue expert dans l'observation du comportement humain chez la personne avec démence. Et puis à un moment donné, je n'en pouvais plus, je lui ai dit, je me sens que je suis amoureux avec. Et il m'a dit, toi aussi? Et là, on parlait avec la gériatre. Vous aussi? Et puis on se rendait compte que c'était un secret. Chacun essayait de garder cette sensation érotique. Tellement d'être pas génital, bien sûr. Juste ce sentiment. Tellement de chaleur. Et j'ai l'impression que je suis avec des personnes de 20-25 ans. Et ce que j'aime, c'est qu'ils me font sentir que j'ai 20-25 ans. Ça, j'avoue, j'aime beaucoup. Le regard que ces femmes ont pour moi, ouf, ça fait du bien, retourner à 20-25 ans, dans le regard d'une femme qui, elle, a 20-25 ans. Et puis là, bon, je me dis, c'est un peu... Mais je commence à découvrir que, wow, pour cet artiste photographique, voilà comment il arrive à illustrer cette perception. Comme si eux ont la perception qu'ils ont 20-25 ans. J'ai déjà dit ce numéro-là? Oui, là, d'accord, au cas où. On arrivait dans la chambre, et puis Angela Sophie voit toutes les photos noires et blancs de ce monsieur dans tous les pays du monde. Qu'est-ce que monsieur a voyagé? Et lui regarde, il a 94 ans. C'est vrai que pour un homme de 25 ans, j'ai beaucoup voyagé. Le verbaliser. Mais là, bon, c'est juste des trucs qualitatifs, c'est pas encore quantitatif, on a besoin de données. Donc, le docteur Gerson Lax, grand éminent spécialiste de la démence en Amérique latine, j'ai trouvé une recherche de l'Université de Californie en psychologie. Cette dame, voilà ce qu'elle peut voir tous les jours dans son miroir. D'accord? Elle est institutionnalisée, elle souffre d'Alzheimer, et on va lui montrer des photos d'elle à différentes décennies, voir ce qui va arriver.
c'est moi. C'est ma cousine? Ma tante? Ma grand-mère? Ça, je sais vraiment pas c'est qui. Différentes journées, différentes heures de la journée, différents patients. On va pas généraliser tout le monde. Mais les données montraient combien est-ce que, oui, il serait possible que la personne qui vit avec démence, particulièrement Alzheimer, se perçoit comme si elle a 20-25 ans. Donc, quand nous, on lui parle, « Mamie! Mamie! C'est moi! » Puis elle comprend pas de qui elle parle. « Je suis pas de mamie. J'ai 20-25 ans. » On peut observer dans certains EHPAD, on donnait aux femmes des bébés en plastique. Et là, on pense qu'elles sont revenues en enfance. Observez comment elles prennent soin de ces bébés. Pas comme une jeune fille de 5 ans qui joue avec une poupée, comme une jeune mère avec son premier-né. D'accord? Combien de fois j'ai observé ces comportements-là qui paraissent qu'ils ont 20-25 ans? Si bien que même, il y a des EHPAD aux États-Unis qui maintenant ont l'air de ceci. Comment c'était quand eux avaient 20-25 ans? D'accord? Alors pourquoi s'habiller comment eux, comme à l'époque qu'ils avaient 20-25 ans, pour créer cette connexion? Pour moi, c'était immense cette réalisation-là. Par exemple, il y avait une amie documentariste, sa mère a souffert d'Alzheimer, et quand son père a découvert, et ma femme me reconnaît plus, c'est plus ma femme, qu'est-ce qui se passe? Et surtout qu'après 50 ans de mariage, elle commençait à l'appeler avec le nom de son amoureux avant lui. Quelle horreur! Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Elle voit l'homme devant elle. Elle voit l'homme, pas le vieil homme. Elle voit l'homme. Mais la parole qu'elle a pour pouvoir nommer ce qu'elle voit, c'est la mémoire de quand elle avait 20-25 ans. Mais elle parle de la personne devant elle. Combien de fois des femmes avec démence au Canada, après avoir joué avec moi, m'ont regardé et m'ont dit « Maman ». Et moi, je vais répondre « Votre mère est morte, ça fait 20 ans! Quand est-ce que vous allez comprendre ça? » Non, elle est en train de me dire dans son langage à elle « Je suis bien avec vous. » Maman, c'est tellement beau. Pourquoi, maman? Est-ce qu'il y a une parole humaine, un mot humain qui est relié à plus de connexions synaptiques que le mot maman? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le miracle quand une personne avec démence se remet à parler, se remet à avoir de la mémoire? On peut voir un documentaire extraordinaire sur la musicothérapie avec les personnes avec démence. Le documentaire commence, ils sont complètement grabataires, fermés, perdus, ils sont pas capables de parler. Ils mettent de la musique de quand ils avaient 20-25 ans. Ils se remettent à parler et avoir accès à leur mémoire. Pourquoi? D'où vient cette magie? Simplement que, normalement, dans l'institution et la façon qu'on prend soin d'eux, on les réduit à peu de comportements, donc à peu de chemins synaptiques. Quand ces chemins-là sont détruits par les plaques de la démence, on n'a plus accès. Qu'est-ce qui se passe dans ces autres cas? On commence à avoir accès par le toucher, par les émotions, par l'imaginaire, par la musique, par le kinesthésique. On commence à avoir accès à tellement d'autres chemins synaptiques et on arrive à récupérer alors l'accès à cette fonction de parler ou à cette mémoire et ainsi de suite. C'est pas tant miraculeux. Et c'est même démontré dans une recherche américaine qui s'appelle The Non-Study auprès de moniales contemplatives. Donc, un environnement scientifique parfait. Ils ont passé 80 ans sans aucune autre personne, sans avoir aucune autre influence extérieure. C'est extraordinaire pour la recherche. Ils ont découvert qu'il y avait certaines personnes, quand ils pouvaient ouvrir le cerveau après la mort, qu'ils avaient des plaques de l'Alzheimer et qui n'ont pas souffert des symptômes. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient cultiver d'autres chemins synaptiques. C'était le cas de la mère supérieure. Ils observaient que les jeunes moniales, dans leur jeunesse, quand ils écrivaient leur carnet spirituel, plus ils étaient créatifs, plus ils utilisaient une variété dans le langage, moins développaient l'Alzheimer à la fin de leur vie. Plus une personne vit avec les mêmes schémas, les mêmes comportements, les mêmes habitudes de vie, les mêmes habitudes émotionnelles, les mêmes habitudes mentales, plus elle a des chances de souffrir de l'Alzheimer. Il y a même des projets pilotes. Au Japon, quand la personne commence à avoir des symptômes, on l'emmène dans une maison complètement débile.
où rien ne marche normalement. Hein? Le plancher est désaxé, on allume la lumière et puis non, c'est de la vaisselle, pour que la personne soit forcée à développer d'autres connexions synaptiques. On les fout dans la merde. Qu'est-ce que les clowns font? Ah, ils sont les experts d'être dans la merde, et puis ils sont tellement vulnérables qu'on vient leur demander de l'aide. Comment est-ce qu'on va leur demander de l'aide? Première chose, quand j'ai commencé à travailler auprès des personnes âgées comparées en pédiatrie, les enfants sont déjà des enfants libres, ils sont merveilleux, ils adorent les clowns, et puis c'est chouette, et puis en gériatrie, c'est moche, parce qu'on est assis, on prend la main, et puis on répète la même chose sans arrêt. Et puis on se dit, où est-ce qu'il est rendu le clown? Et puis de découvrir avec le mélodrame, combien de femmes au Canada qui vivent avec la démence pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, puis combien de fois ils m'ont dit, je veux mourir. De pouvoir valider leur émotion. Et Clark Gable qui, oui, allons mourir ensemble. Allons nous jeter dans le fleuve au coucher du soleil, dans une décapotable. Et puis trouver chaque fois une façon encore plus romantique et mélodramatique de mourir et de dire oui à chacune des émotions. Et à travers le mélodrame, pouvoir vivre toutes des situations émotionnelles normales d'une famille. Comment donner ce sentiment de communauté, de familiarité? On est une famille et ils font partie de notre famille et puis voir des réactions normales. Normalement, l'équipe de soins, normalement la famille deviennent émotionnellement aseptisés quand ils visitent les personnes avec démence. Et puis ils ne peuvent pas les reconnaître. Alors la fille, elle arrive à l'EHPAD. Est-ce que maman va me reconnaître aujourd'hui? Est-ce qu'elle va se souvenir du nom qu'elle m'a donné? Donc elle est extrêmement angoissée, elle essaie de sourire. Elle ne peut pas lire le sourire. Elle voit juste une personne angoissée qui n'est pas à l'aise avec elle et qui essaie de lui donner des baisers, de s'approcher d'elle. Et la mère devient anxieuse, et la fille devient anxieuse, et la mère est anxieuse. Alors que la fille a besoin d'être émotionnellement une fille. Maman, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Et qu'elle puisse la reconnaître émotionnellement. Peut-être qu'elle va lui donner le nom de sa cousine préférée quand elle avait 25 ans. Pas le nom de sa fille, mais elle va reconnaître émotionnellement la personne devant elle. Le clown utilise tout ce langage symbolique. Quand il demande « je veux aller à la maison », le clown comprend. J'ai une amie, la grand-mère, elle veut toujours du poulet rôti. Lui préparer du poulet rôti, elle ne me bouffait pas. Et puis elle restait à demander du poulet rôti. Après elle voulait savoir, mais c'est pourquoi le poulet rôti? Je ne sais pas, moi je ne connais pas ta grand-mère. Mais quand est-ce que vous bouffiez du poulet rôti dans la famille? Le dimanche après-midi. Et comment c'était dans la maison? Toutes les tantes et les cousines et les sœurs, on est dans la cuisine, et puis on parle, et puis appelle toutes tes amies, et puis allez parler dans sa chambre. Et puis c'était rempli de jeunes filles qui parlaient et tout ça, et elle a plus demandé pour du poulet rôti. Comment nous, on doit comprendre ce langage symbolique? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment nous dire? Émotionnellement. Donc, de pouvoir vivre des émotions réelles. Les clowns viennent, ils se battent, ils se jalousent, ils tombent en amour, amoureux et tout ça. C'est tellement chouette qu'ils peuvent reconnaître et puis accompagner chaque semaine leur feuilleton. Parce que finalement, ils commencent à donner des conseils aux clowns pour les aider à résoudre tous leurs problèmes. Et donc, on entre dans un coping qui n'est pas passif. Pas juste de faire une belle chanson pour vous. Et puis, ça fait du bien, d'accord, pour soutenir la douleur, mais dans un coping qui est actif, qui force, qui amène un problème, qui amène d'autres connexions synaptiques. Et donc, à ce moment-là, qui force la personne à interagir, à sortir de la démence et à prendre soin d'eux. Même avec la douleur émotionnelle, combien d'âmes me regardent, se sentent tellement seules et moi aussi je me sens seul. Est-ce que je suis bien que vous me compreniez? Vous comprenez la solitude que je vis, et puis elle commence à donner des conseils tout de suite. Puis elle se parle à elle-même. Mais c'est merveilleux. Ou bien d'autres qui sont avec des douleurs physiques intenses, et puis que moi j'ai mal, et puis je vais me mettre la tête sur leur jambe, et puis elle commence à me caresser, et puis, tiens, à ce moment-là, l'infirmière n'a pas besoin de donner de médicaments. Juste par le pouvoir empathique. Comme c'est chouette. Il y a tellement de manières de pouvoir vivre ces moments merveilleux. La dernière histoire. La démence peut être expliquée, son développement, de plusieurs manières, et pour les gens plus sophistiqués, il y a plusieurs phases, mais pour les gens moins intelligents comme moi, on va rester avec une explication en 3 phases, d'accord? Juste 3. La première phase, la personne entre et sort de la démence. C'est terrible pour la personne, c'est terrible pour la famille, tout ce moment-là. Il y a des démences qui sont pires que d'autres. La plus commune, l'Alzheimer,
est un peu la plus chouette. Parce que par exemple, la seconde, c'est la démence qui est créée par l'alcoolisme. Et elle vient affecter les parties du cerveau sur la dépression. Tandis que l'Alzheimer, il y a parfois vraiment quelque chose de gai, un peu clown, qui est très beau. Mais durant toute cette période, il y a un grand documentariste français qui avait émigré au Québec. Et puis il disait à sa femme, quand il revenait, « J'étais dans mon moment d'éternité. Hein. C'est qu'un jour, je ne reviendrai plus. » Très beau, elle écrit tout un livre sur tout le développement, que son époux ait l'Alzheimer. Et la seconde phase, donc la personne ne revient plus. Elle vit dans l'Alzheimer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait normalement? Nous, on fait tout pour eux. On leur donne surtout plus aucun défi. On essaie de leur faire croire que tout va bien dans notre vie. Et puis donc, ils interagissent plus avec nous. Et puis peut-être on est trop bruyant, trop vite, en train de leur exiger sans arrêt des choses. Et donc ils se ferment de plus en plus, ils arrivent dans la troisième phase, de régression. Et ils retournent en position fétale, ils se coupent complètement de nous. Et là c'est très difficile. Des fois, on va peut-être créer un petit jeu, juste avec un doigt, un rythme. Mais cette journée-là, à l'EHPAD, arrivé auprès de cette dame dans une chaise orthopédique, elle était dans la phase 3. Elle était juste tendue dans des spasmes. Et elle regardait, confuse. Et j'arrivais pas à écrire, elle parlait pas, elle avait rien, aucun contact. Et j'avais pas développé de lien, c'était la première fois. Mais j'ai commencé à sentir un sentiment de gratitude pour elle. Parce qu'elle me permet de faire ce travail extraordinaire. Tellement précieux. Alors je suis juste resté comme ça, à lui tenir les mains, la regarder dans les yeux, et juste sentir tellement d'amour pour elle. Juste vouloir lui dire merci. D'être la femme qu'elle est, d'être tout ce qu'elle est. Il me permet juste d'être là vraiment avec elle en ce moment, et c'est tout. Et j'étais comme ça, 4 minutes en silence, 5 minutes, 6 minutes en silence, 7 minutes. Et après 8 minutes, elle a commencé à avoir des soubresauts, j'ai pensé que c'était nerveux. Mais après 9 minutes, j'ai commencé à voir, non, elle essaie, elle a une intention. Il y a quelque chose qui se passe. Et elle essaie d'utiliser sa bouche, ses doigts pour me communiquer. Et après 10 minutes, elle m'a simplement dit, moi aussi, je t'aime. Je n'avais rien dit. Oh non. Elle a juste senti qu'est-ce qu'il y avait ici. Qui aide qui? C'est un comme ça, les relations humaines. C'est notre vulnérabilité, notre beauté, notre connerie, qui rencontre une autre vulnérabilité, une autre beauté, une autre connerie. Et puis ça fait du bien. Et on grandit. Et on s'aime. Voilà. C'est ce que je voulais vous transmettre ce soir. Merci beaucoup d'avoir écouté.